Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs. D'abord, laissez-moi vous souhaiter à tous la bonne année 2022. Et après cela, nous allons parler aujourd'hui des révolutions africaines et dans les mondes arabes et musulmans. Et bien entendu, une première question va se poser tout de suite à nous, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait justifier que l'on traite ensemble, du point de vue de la théorie des révolutions, le monde arabe, le monde africain et le monde musulman? Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce choix n'est pas arbitraire, car malgré la diversité des cultures, des civilisations, des histoires, ces trois entités sont animées par des énergies communes qui pourraient justifier de les examiner ensemble. Donc ce n'est pas simplement un critère géographique qui me permet de les traiter ensemble parce que le monde musulman couvre le monde africain et vice-versa. Non, c'est parce qu'il y a des énergies communes qui pourraient justifier qu'on les traite ensemble. En premier lieu, la majeure partie des pays appartenant à ces zones géographiques ont tous vécu avec plus ou moins d'intensité les situations coloniales. Leur histoire présente est donc conditionnée, peu ou prou, par cette situation qui est une sorte d'interruption de leur histoire naturelle, d'où ce caractère d'adversité qui est lié au phénomène colonial. C'est la rupture de l'histoire coloniale, la coupure brutale de l'histoire, telle qu'elle aurait pu se dérouler si. 3 points de suspension. Donc, leur histoire présente est conditionnée par cette situation d'adversité, et pour répondre à ce que tous ces pays, l'ensemble de ces pays considèrent comme une dépossession, que cette dépossession soit matérielle ou qu'elle soit morale, la dépossession de la colonisation, ils ont alors élaboré une culture, ou plutôt une contre-culture, qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, et une culture dans laquelle le thème de la réappropriation est prédominant. Et donc, dans ce contexte, l'adversaire commun, réel ou mythifié, devient le support de l'altérité absolue. C'est l'Occident, entre guillemets, l'Occident ayant perdu ici son sens géographique, l'Occident au sens culturel, civilisationnel du terme, le blanc, l'européen, considéré comme une entité abstraite et, en contrepartie, l'islam étant considéré comme le refuge identitaire, le refuge défensif. Pas seulement l'islam, mais à côté de l'islam, les traditions et les coutumes, donc la culture traditionnelle africaine. En effet, l'islam constitue un facteur central dans toutes les réflexions sur l'Afrique, et sur le monde musulman, et sur le monde arabe. Si je prends un seul exemple, pour vous faire comprendre et vous sensibiliser à cet aspect, je prends l'exemple d'Edward Wilmot Blyden, l'un des pères du panafricanisme, partisan, lui, d'une sorte d'œcuménisme chrétien pour le développement de l'Afrique. Donc, Wilmot Blyden, qui est l'un des pères du panafricanisme, d'abord est chrétien lui-même, mais en plus il plaide pour une sorte d'œcuménisme chrétien pour le développement civilisationnel de l'Afrique contre le paganisme, contre le culte des arbres, le culte des ancêtres, le culte des djinns, etc., etc. Mais dans cet esprit, celui d'un intellectuel et d'un penseur chrétien, le développement moral de l'Afrique doit se penser avec l'islam. Pourquoi ? Parce que, pour Blyden,
l'islam a joué un rôle civilisateur, moral et spirituel sur le continent africain, encore une fois, par rapport au paganisme. Et donc, nous devons, dit-il, le considérer avec intérêt, avec vigueur, et il défendait le point de vue suivant, c'est que l'entente, c'est un croyant, n'est-ce pas, c'est un croyant, pratiquant, etc. Il disait que l'entente du christianisme et de l'islam est nécessaire pour un développement équilibré de l'Afrique. Donc vous voyez, l'exemple est assez significatif. Nous avons là un chrétien américain qui pense l'avenir de l'Afrique, qui pense la décolonisation, qui pense l'égalité raciale surtout, parce que c'est la grande querelle aux États-Unis, vous vous en doutez bien. Eh bien, qui pense l'avenir de l'Afrique, la renaissance de l'Afrique, en prenant en considération le christianisme, évidemment, puisqu'il est chrétien et que c'est sa cause principale, mais également sa réflexion porte sur l'islam et c'est extrêmement significatif. Par ailleurs, vous vous souvenez que dans les conférences précédentes, nous avons vu l'apport, ou plutôt le rôle qu'ont joué les mouvements révolutionnaires politico-religieux contre les conquêtes coloniales en Afrique et dans le monde musulman et dans le monde arabe. Ça montre encore une fois le caractère commun entre ces trois entités. Et nous l'avons vu à travers des figures emblématiques telles que l'émir Abdelkader en Algérie, l'émir Abdelkrim dans le Rif, Omar el-Mokhtar en Cyrénaïque, en Libye, le Mahdi au Soudan, l'Almami Samori Touré en Afrique de l'Ouest, l'imam Shamil, rappelez-vous, au Caucase contre les conquêtes russes, etc., etc. Donc, cette tendance vers la réappropriation de soi par le truchement de la religion, atteindra son apogée, et elle atteindra son apogée avec la révolution iranienne. Vous vous souvenez que dans une conférence, je n'avais pas eu le temps d'examiner avec vous la révolution iranienne, mais je vous avais promis que je lui trouverais bien un tiroir quelconque dans mes développements. Voilà, le tiroir est là, et nous parlerons de la révolution iranienne, un petit peu comme l'acmé de ces mouvements révolutionnaires qui animent et qui agitent le monde musulman, mais également le monde africain. Et bien entendu, je voudrais vous rappeler une chose. C'est un thème que j'ai déjà traité. C'est celui de voilà, c'est juste ce rappel, n'est-ce pas, le rappel d'une idée centrale, le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation dans le déroulement de l'histoire. Vous vous souvenez, j'avais beaucoup accentué cette question-là. Là, je ne vais pas la reprendre dans une des dernières conférences, notamment à propos des révoltes et des révolutions des Indiens d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Sud, des Incas, des Aztèques, etc. J'avais dit comment cette éthique de l'indignation travaillait dans l'histoire à travers l'existence de révoltes et de révolutions, précisément, de révoltes. Ensuite, à travers les crises et l'éveil de la conscience. Vous vous souvenez, on avait parlé de la controverse de Valladolid qui a été convoquée par Charles Quint à la suite des écrits et de la pensée de Las Casas et de l'école du droit naturel, justement pour résoudre ce problème d'équité mondiale, de justice mondiale, et c'est quand même très significatif. Donc, l'idée centrale, je la poursuis, cette idée centrale, la condition souffrante, je vais en parler maintenant, en Afrique, ensuite les révoltes et les révolutions, ensuite les crises et l'éveil de la conscience, tout cela comme étant la marche de l'histoire animée par le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation. Je ne vais pas à chaque fois, à propos de tous les exemples, reprendre, mais je voudrais que ce soit en toile de fond dans nos esprits pendant que je présenterai ma conférence d'aujourd'hui. L'Afrique et la condition souffrante. Je crois que dans les développements, là, il y a une phrase, voice from bleeding Africa. Oui, voilà, le problème est là. C'est que l'Afrique, depuis le XIVe siècle, ça remonte très loin.
est un continent qui a été touché par des événements majeurs qui ont négativement marqué son histoire. Et la phrase que vous avez, c'est une phrase de quelqu'un que j'ai déjà cité, qui est Wilmot Blyden, et qui a écrit justement que maintenant, il fallait penser à quelque chose, il fallait faire une révolution intellectuelle. Pourquoi ? Eh bien, pour répondre à cette voix de l'Afrique en sang, de l'Afrique souffrante. En effet, depuis le XIVe siècle, l'Afrique a été touchée par un certain nombre de phénomènes extrêmement préjudiciables au développement de ses civilisations, au développement de sa démographie, au développement de ses populations. D'abord, il y a eu la traite négrière orientale, qui a été pratiquée depuis le Moyen-Âge par les arabo-musulmans, n'est-ce pas, à partir de la Syrie, de l'Égypte, du Soudan, et ça a été une traite négrière terriblement préjudiciable à l'Afrique. Ensuite, ne l'oublions pas, il y a eu la traite négrière intra-africaine, car les royautés, les royautés africaines comme la royauté de Mali, de Dahomey, de Bénin, de l'Ashanti, etc., ont pratiqué ces guerres esclavagistes qui ont été extrêmement dommageables pour l'histoire africaine. Et enfin, la troisième vague de la traite négrière, c'est la mieux connue peut-être, c'est la traite dite atlantique, qui a été initiée principalement par les négriers avec le soutien des puissances européennes. Et cette dernière, d'ailleurs, la traite atlantique, s'est faite, il faut le dire, il faut le reconnaître, avec la complicité de certains chefs africains, c'est un chef africain cette fois-ci qui était avide de puissance et de richesse, parce que c'est devenu un troc, n'est-ce pas ? Les flibustiers et les entreprises esclavagistes offraient de l'alcool, du fer et toutes sortes de marchandises, et recevaient en échange des esclaves, ce qui, bien entendu, aiguisait l'appétit d'un certain nombre de chefs africains, comme Makoko du Congo, comme Gezo, le roi d'Abomey, comme Amoni, comme Béhanzin, etc., etc. Et que donc cette responsabilité est une responsabilité occidentale, ça c'est vrai, notamment les États occidentaux qui ne sont pas intervenus directement dans le commerce, mais qui l'ont protégé, parce que le commerce était animé en réalité par des entreprises privées, par des commerçants privés, par des flibustiers, par des aventuriers, mais avec la complicité de certains chefs africains, mais surtout avec la complicité d'un certain nombre d'États occidentaux, comme le Portugal en premier lieu, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, le Danemark, la France, la Suède même, qui participèrent tous à cette opération, en quelque sorte, laissez-moi la qualifier comme il faut la qualifier, cette opération de déshumanisation du continent. Ensuite, il y a eu les explorations. Les explorations, au début, étaient des explorations à caractère scientifique, mais d'une manière directe ou indirecte, elles ont quand même préparé la voie de la colonisation. Nous avons de grandes figures, d'ailleurs des figures extrêmement contrastées, comme celle de Savorgnan de Brazza pour la France, Henry Morton Stanley pour le roi des Belges, qui deviendra le possesseur personnel, attention, le possesseur personnel de l'État indépendant du Congo, David Livingstone pour la Grande-Bretagne, même si ces explorations n'ont pas de lien direct, absolument direct, de causalité avec la colonisation, elles n'étaient quand même pas désintéressées et elles ouvrirent le chemin de la colonisation. Et c'est cette dernière, la colonisation proprement dite, qui va achever la dépossession du monde africain. L'Afrique, et en particulier l'immense zone forestière limitrophe du fleuve Congo et de ses affluents. Le fleuve Congo, c'est une géographie immense, n'est-ce pas ? Le fleuve Congo et les affluents du fleuve Congo, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a eu donc
autour du bassin du Congo et du bassin du Niger, il y a eu des conflits d'intérêts, des conflits entre les puissances occidentales, et il a fallu l'intervention d'une conférence que vous connaissez tous, la conférence de Berlin de novembre 1884 à juillet 1885, qui était destinée à assurer la liberté du commerce sur les deux fleuves du Congo et du Niger, essentiellement. La conférence de Berlin, comme nous le font remarquer un certain nombre d'historiens, n'avait pas directement pour but la colonisation. Elle avait pour but essentiellement d'assurer la liberté du commerce sur les bassins du Congo et du Niger et surtout d'apaiser les conflits entre les puissances qui commençaient à se quereller, à se faire la guerre dans ces régions. Et donc la conférence de Berlin prétendait également, disons-le aussi, prétendait, parce que c'est une conférence étatique, c'est une conférence dans laquelle il y avait des représentants d'État. Et je crois que ce n'est pas la première fois que je fais la remarque, dans la conquête du monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Afrique, les États centraux ont souvent joué le rôle de modérateurs. La véritable exploitation, la véritable dépossession venait de ceux qui étaient sur place, les concessionnaires, les capitulationnaires en Amérique du Sud, ceux qui bénéficiaient de capitulation, c'est-à-dire les conquistadors, et les entreprises privées qui pratiquaient le commerce esclavagiste. Et donc, je le dis pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous que la conférence de Berlin avait adopté une déclaration concernant le bien-être moral et matériel des populations indigènes. C'est écrit, n'est-ce pas ? C'est écrit. Et elle avait adopté une déclaration concernant la traite des esclaves pour modérer, pour apaiser et surtout pour éviter les cruautés dont les esclaves étaient les victimes. Moi, personnellement, j'ai visité les lieux où on entassait les esclaves avant leur expédition aux États-Unis et en Amérique latine. C'est vraiment affreux, n'est-ce pas ? Ça fait mal de voir l'état de cruauté dans lequel et l'état d'humiliation surtout dans lesquels ils étaient tenus. Et donc la conférence de Berlin justement avait pour but d'améliorer la situation des esclaves. En réalité, bien que la conférence de Berlin n'ait jamais procédé à une délimitation frontalière, la conférence de Berlin va préparer le terrain pour la future colonisation généralisée de l'Afrique. Et donc, par la suite, des frontières artificielles vont être tracées, les ethnies vont être divisées, des frontières qui traversent les ethnies, et donc des identités vont être bafouées et même des génocides. Là aussi, il faut dire la réalité historique, des génocides vont être accomplis. La plus sévère, la plus, disons, tragique de ces génocides fut celle des peuples Herero et Nama, c'est-à-dire ces peuples qui se sont révoltés en 1904 contre la puissance occupante du Deuxième Reich. Les Allemands aussi ont joué un rôle non négligeable. Et les exactions de certains officiers allemands, et il y a eu des révoltes, donc c'est des révoltes en 1904 qui étaient dirigées contre l'autorité occupante, à l'époque l'Allemagne et l'armée allemande. Et cette révolte a été réprimée d'une manière absolument atroce, puisque l'armée du général Lothar von Trotha va poursuivre, n'est-ce pas ? Il a donné l'ordre, c'est de l'ordre express que j'ai lu, donc je n'ai rien inventé. J'ai lu la lettre du 2 octobre 1904 par laquelle le général Trotha avait ordonné ce qui suit. Il avait ordonné de poursuivre les tribus, les peuples, donc les Herero et les Nama, de les poursuivre, de les envoyer vers le désert de Namibie, qui est un désert absolument infranchissable, n'est-ce pas ? Infranchissable.
et de les empêcher de revenir, de telle sorte que ces populations se sont trouvées entre la mort de faim et de soif du désert et la mort non moins violente du feu allemand, et il paraît qu'il y a eu 60 000 morts et que les survivants ont été déportés dans des camps de concentration pratiquant le travail forcé. Ça, ce sont des faits historiques avérés. D'ailleurs, la République allemande s'est excusée récemment de cette affreuse tragédie qu'ont connue les Herero et les Nama en 1904. Donc, ces conflits de puissance vont s'exercer au détriment des populations africaines. Ces dernières vont être dépossédées non seulement de leur souveraineté, de leur territoire, de leurs biens, de leurs ressources naturelles, mais par-dessus tout de leur mode de vie historique et de leur identité. Et par conséquent, mettre un terme à cette dépossession, parce que quand on dépossède de cette manière-là, ça ne s'arrête pas à l'événement précis, historique, ça se poursuit sur des générations et des générations dans le futur. Donc, mettre un terme à cette dépossession, à cette condition souffrante, constitue une véritable révolution. C'est pour ça que j'examine ces phénomènes avec vous ici, dans cette partie du cours. Et les indépendances africaines récentes ont eu un immense défi à relever, c'est justement de rétablir la possession de ce dont les Africains ont été dépossédés pendant des siècles. Tel est le sens profond des révolutions indépendantistes africaines. Cette révolution s'inscrit par conséquent en réalité dans une perspective indépendantiste. Oui, on demande l'indépendance par rapport aux colonisateurs, qu'ils soient français, allemands, belges, anglais, hollandais, mais également dans une perspective culturelle qui se manifesta dans un premier temps par le mouvement panafricaniste. Le mouvement panafricaniste. Le mouvement panafricaniste est un mouvement qui est un mouvement à la fois historique, racial, évolutionniste, dans lequel se sont engagés des Blancs, des Noirs, des Métis, des Africains, des Américains, des Européens. Donc il n'y a pas que des Noirs qui ont participé au mouvement panafricaniste. Les Blancs, et surtout ceux des États-Unis, ont joué un très très grand rôle dans le développement de cette idéologie. Pour faire bref, disons qu'au cours de l'année 1900, sur une toile de fond antiraciste qui a été tissée aux États-Unis et en Jamaïque, fut organisée la première conférence panafricaine à Londres, au Westminster Town Hall, à l'initiative de Henry Sylvester Williams, avocat et écrivain britannique, fondateur de l'African Association. 32 personnalités ont participé à cette conférence. Et cette conférence s'inspirait de penseurs du panafricanisme, comme par exemple Edward Wilmot Blyden, que j'ai déjà cité, qui est le théoricien du racialisme séparatiste, lui. Blyden était pour le retour des Noirs en Afrique. Il était parfaitement d'accord avec les racistes américains qui défendaient la séparation des races. Il disait, moi je suis tout à fait d'accord, il faut que les Africains reviennent en Afrique. Et donc, il était partisan de ce qu'on appelle le racialisme séparatiste. Et puis alors, il y a eu, parmi ceux qui ont beaucoup influencé le mouvement panafricain, Anténor Firmin, qui a écrit un très beau livre en réponse à l'inégalité des races de Gobineau. Donc il répond à Gobineau, c'est un Haïtien qui répond à Gobineau par la publication d'un livre qui s'appelle « De l'égalité des races humaines », donc tout à fait le titre contraire de Gobineau. Il y avait Georges Padmore, évidemment, il y avait Lamine Senghor, etc. Donc la conférence se réunit à Londres. Et dans la résolution finale de cette conférence, qui a été rédigée par Dubois, William Edward Burghardt Dubois, l'écrivain américain, défenseur des droits civiques,
Eh bien, cette conférence allait poser les jalons du mouvement panafricain qui reposait à la fois sur la lutte contre la discrimination raciale telle qu'elle était pratiquée aux États-Unis ou en Afrique du Sud, et contre les effets néfastes du colonialisme. Et donc, la conférence de 1900, la conférence de Londres, allait défendre l'autonomie des populations colonisées, l'égalité raciale, la lutte contre les effets néfastes du colonialisme. Et nous lisons dans le rapport final de cette conférence, qui a été rédigé par Benito Silvain. Benito Silvain donc, a rédigé le rapport final. C'est un Haïtien qui a écrit une très belle étude qui s'appelle « Étude historique sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation ». C'est sa thèse de doctorat, « Étude historique sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation », dans laquelle d'ailleurs il parlait d'une faillite morale de la civilisation occidentale. Donc, Benito Silvain, dans son rapport, affirmait ceci, je le cite, « Le 23 juillet 1901, fait nouveau, surprenant pour plusieurs, inquiétant pour quelques-uns, d'une importance exceptionnelle pour nous, se produisit dans la capitale de la Grande-Bretagne. Des Noirs instruits venus des pays les plus lointains et les plus divers se trouvaient réunis à Town Hall, dans l'antique abbaye de Westminster, non loin du palais où siège la Chambre des communes, pour examiner la situation faite à la race africaine sur tous les points du globe, de protester solennellement contre l'injuste mépris et l'odieux traitement dont on l'accable encore partout, de créer enfin une direction centrale destinée à coordonner les efforts communs et à sauvegarder par une action méthodique et continue les intérêts économiques ainsi que les droits politiques et sociaux de leurs congénères exploités et opprimés. Et c'est Dubois, n'est-ce pas? C'est Dubois qui a eu un rôle capital dans l'organisation de la conférence de Londres de 1900, qui va organiser par la suite tous les congrès panafricains. Le congrès panafricain de Paris en 1919, puis dans la foulée, en 1921, le deuxième congrès panafricain qui s'est tenu à la fois à Londres, Paris et Bruxelles. En 1923, le troisième congrès panafricain qui s'est tenu à Londres et à Lisbonne, le quatrième congrès qui a eu lieu à New York en 1927 et surtout, le plus important, et j'attire votre attention sur cela, le cinquième congrès, celui de Manchester. Le congrès de Manchester est connu dans l'histoire du panafricanisme en octobre 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui représente un véritable tournant. Pourquoi ? Il représente un véritable tournant parce que c'est la première fois au congrès de Manchester que le mot « indépendance des pays africains » allait être prononcé. Et donc le panafricanisme, qui était un mouvement racial, racialiste si vous voulez, un mouvement pour la dignité des peuples de couleur, pas seulement des peuples africains, va se transformer en une demande politique d'indépendance et de constitution des États indépendants. Dans la foulée, je voulais également ajouter quelque chose quand même pour ce congrès de Manchester de 1945, c'est que deux personnes que nous retrouverons plus tard vont jouer un rôle extrêmement important. Il s'agit de George Padmore et de Kwame Nkrumah, l'ancien Premier ministre et président du Ghana indépendant. Dans la foulée, en octobre et novembre 1947, va être fondée à Paris la revue Présence africaine. La revue Présence africaine, vous voyez, voilà. La revue Présence africaine, en 1947, elle va être inaugurée à l'initiative de Alioune Diop et c'est sur l'initiative de cette revue que fut organisée en septembre 1956 à la Sorbonne, à quelques pas d'ici, le premier congrès des écrivains et artistes noirs sur l'initiative donc d'Alioune Diop, le fondateur de la revue Présence africaine. Nous sommes en 1946 à la Sorbonne, Présence africaine. Et là, ce qui montre le changement de perspective avec l'organisation du premier congrès des écrivains et artistes noirs,
c'est qu'il s'agit maintenant de défendre la culture et la civilisation africaine contre la négation. Et pour faire fort, pour frapper fort, les organisateurs, notamment Alioune Diop, a demandé à des personnalités éminentes du monde occidental de participer au débat, mais surtout d'être présents à cette conférence, à ce premier congrès des écrivains et des artistes noirs. Et c'est comme ça que nous allons retrouver, avec Frantz Fanon, avec Léopold Sédar Senghor, avec Aimé Césaire, nous allons, avec Amadou Hampâté Bâ, nous allons retrouver des personnalités du monde littéraire, philosophique et intellectuel occidental et artistique surtout, avec Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Joséphine Baker, Picasso. Et j'ai choisi exprès ce numéro de présence africaine et qui annonce le congrès des écrivains et artistes noirs de septembre 1956. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que vous avez ici la signature de Pablo Picasso. C'est lui qui a dessiné cette image pour dire son engagement avec la cause des artistes et des intellectuels noirs. Et je pense que c'est extrêmement significatif car le mouvement panafricaniste a pu se développer grâce à l'action extrêmement énergique de la gauche intellectuelle, si vous voulez, si on peut appeler ça, disons, mettons entre guillemets le mot, de l'engagement de certains intellectuels et de certains grands artistes mondialement connus, comme vous voyez ici Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, mais surtout Pablo Picasso. Cette conférence de portée en quelque sorte œcuménique va mettre l'accent sur la reconnaissance et la dignité de la culture négro-africaine. Maintenant, le mot nègre va sortir de son registre humiliant, de son registre discriminatoire. Le nègre, maintenant, n'est plus la personne humiliée, la personne niée, la personne dont la personnalité est niée. Ça va devenir quelque chose dont se réclame. Rappelez-vous l'histoire de la révolution des gueux, vous vous souvenez. Donc, les panafricains vont prendre cette expression, qui était une expression de mépris, pour l'assumer et en faire une revendication de dignité de la culture négro-africaine. Et ce sera l'œuvre de cette conférence de la Sorbonne, en 1956, le premier congrès des écrivains et artistes noirs, la valorisation des arts nègres, la dignité de la culture négro-africaine, le développement et la défense de ce que Senghor appelait la négritude. Vous voyez que le mot est utilisé maintenant à escient pour le marquer d'un caractère positif, pour lui enlever sa marque négative, puisqu'il est assumé par les intellectuels et les artistes africains. Donc, les mots d'ordre qui sont lancés, c'est l'Afrique aux Africains. C'est un thème qui a été popularisé d'ailleurs, non pas par un Africain, mais par un Américain qui est Martin Delany et qui a été repris par Edward Wilmot Blyden, soucieux de défendre les intérêts de ce type particulier de l'humanité connu du monde entier comme nègre. C'est un mot de Blyden, c'est pas, je cite là une citation, défendre les intérêts de ce type particulier de l'humanité connu du monde entier comme nègre. Et donc Marcus Garvey va reprendre, qui est le fondateur du mouvement jamaïcain Rastafari, va reprendre ce thème pour prôner carrément une religion chrétienne adoptée au monde africain. Nous allons aller jusque-là. N'est-ce pas, la thèse de Marcus Garvey était la suivante. Marcus Garvey disait ceci, je le cite, « Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les Noirs, nous croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de l'ensemble des âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. » C'est pour ça qu'il a appelé ce mouvement les Rastafari. C'est de l'Éthiopie. Donc, il donne, fin de la citation, il donne de l'Afrique une interprétation
africaine, oui, si l'expression est valable, qui part de l'Éthiopie et de l'Égypte en disant que l'Afrique, après tout, son histoire, c'est celle des pharaons, parce que les pharaons étaient, partiellement noirs, en tout cas, il y a eu des dynasties noires, mais à travers la civilisation de l'Éthiopie, qui est une civilisation reconnue. Et donc, nous allons passer de l'idée que l'Afrique dans laquelle tout doit être colonisé à une Afrique dans laquelle tout doit être africanisé, y compris la religion. Et Marcus Garvey, c'était vraiment son idée force, le christianisme doit être adapté à la situation de l'Afrique. Il disait, nous avons nos dieux africains, qui sont les mêmes que ceux de la tradition judéo-chrétienne, mais qui ne sont plus exotisés, qui ne sont plus folklorisés comme le veut la tradition colonialiste et son regard sur la culture noire. Et par conséquent, non seulement il fallait donner à l'Afrique une nouvelle identité, la négritude, il fallait lui donner une religion adaptée à ses traditions, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam, mais il fallait surtout réinterpréter l'histoire de toute l'Afrique en vue de lui donner une nouvelle interprétation totalement opposée à l'interprétation occidentale, aussi bien celle des colonialistes que celle des ethnologues. C'est pour cela que nous aurons des historiens africains qui vont développer l'idée selon laquelle l'histoire de l'Afrique doit être réinventée. C'est tout le travail, c'est toute l'œuvre d'un historien comme Cheikh Anta Diop, par exemple, qui a écrit un livre qui mérite vraiment d'être lu, qui s'appelle « Nation, nègre et culture ». Et dans ce livre, Cheikh Anta Diop disait « L'histoire comme discipline scientifique allait occuper dès lors une place de premier plan dans les préoccupations de ses militants, avec de très nombreuses publications aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique occidentale et australe. Et par conséquent, on va voir apparaître tous les thèmes de l'historiographie panafricaine, c'est-à-dire l'Afrique qui devient le berceau de l'humanité, ce qui n'est pas totalement faux. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'antériorité et l'unité des civilisations nègres, l'exemplarité de l'Éthiopie à travers sa très longue histoire, l'éclat de la vie politique, économique, culturelle ou scientifique des États africains du Moyen-Âge, comme l'Empire du Mali, par exemple, souvenez-vous de Ansa Moussa, par exemple, l'homme le plus riche de la Terre à l'époque. Les résistances africaines à l'esclavage et aux dominations étrangères, la proximité entre l'islam et les cultures africaines, entre le christianisme et les cultures africaines, etc. D'autres auteurs pratiqueront le même toilettage de l'historiographie africaine, par exemple Joseph Kizerbo, qui est l'auteur d'une histoire de l'Afrique noire, qui a été publiée ici à Paris en 1978, et dans laquelle il disait « La personnalité africaine constituera désormais pour tous les Africains conscients une raison de vivre ». Et donc, vous voyez, l'histoire du panafricanisme, c'est un peu cela, c'est sortir d'un cadre intellectuel qui a été délimité par une historiographie occidentale, une historiographie colonialiste, pour donner, ou pour lire, ou pour interpréter l'histoire de l'Afrique avec d'autres lunettes, comme disait Anta Diop, avec les lunettes de l'Éthiopie, avec les lunettes de l'Égypte, etc. Et il n'est pas facile, et il n'est pas très difficile pour les historiens de démontrer qu'à l'origine de la civilisation pharaonique, il y a le rôle de l'Afrique, le rôle des Noirs dans le développement de la civilisation pharaonique. Et là, nous avons petit à petit l'idée d'une révolution africaine qui commence à germer, l'idée d'une révolution en Afrique. Personnellement, je pense que parmi les auteurs les plus représentatifs de cette idée de révolution en Afrique, il faut citer Frantz Fanon. D'abord, laissez-moi vous dire que révolution africaine, le mot révolution africaine, l'expression révolution africaine,
a été le titre de livres ou de journaux qui, au moment des promesses de la conférence des États indépendants d'Afrique, la conférence d'Accra d'avril 1958, attention, il y en a plusieurs, en 1958 et à Accra. Nous sommes en train de parler de la conférence d'avril 1958. Donc, cette conférence et ces livres, ces éditions, ces journaux qui portent le nom de Révolution africaine entendaient mettre l'accent sur les deux ruptures majeures de l'histoire africaine des années 1960. D'abord, la décolonisation. Ensuite, le développement social, culturel et économique. Autrement dit, comme l'a affirmé Sékou Touré, c'est l'émancipation de l'humanité souffrante. Ici, le mot est utilisé par Sékou Touré, qui est cité par Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. L'émancipation de l'humanité souffrante, du continent souffrant, celui que Frantz Fanon a qualifié de damnés de la terre, les damnés de la terre. Il s'agissait donc de réaliser le rêve d'une nouvelle humanité, de fonder un nouveau langage, pour reprendre les expressions de Frantz Fanon lui-même. Et Jean-Paul Sartre, qui a préfacé Les damnés de la terre de Frantz Fanon, avait dit « La vraie culture, c'est la révolution ». Pourquoi ? Parce que pour lui, une révolution est supposée être une cure de jouvence pour les sociétés dominées, la garantie du sevrage par rapport à l'aliénation culturelle, par rapport à l'aliénation historique. Il fallait rompre les chaînes qui retenaient les colonisés à l'Europe. Ça, c'est une idée centrale dans la pensée de Frantz Fanon. Je cite son appel, et je suis en train de citer, Les damnés de la terre. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau, qui déjà se lève, doit nous trouver fermes, avisés et résolus. Il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d'avant la vie. Ne perdons pas de temps en stériles litanies ou en mimétisme nauséabond. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Vous voyez, fin de la citation, vous voyez ici qu'il y a une note extrêmement, qui est à la limite de la violence, n'est-ce pas, contre l'Europe, proprement dite. Et en décembre 1958, donc deuxième conférence d'Accra, en décembre 1958, Accra va accueillir la conférence des peuples africains, qui va être ouverte aux partis et aux organisations nationalistes, et quelqu'un comme Patrice Lumumba, par exemple, qui est le chantre, le héros de l'indépendance du Congo, va revenir de cette conférence complètement transformé, très conforté dans un anticolonialisme intransigeant. Et c'est de là que va commencer l'accélération de la décolonisation entre 1958 et 1960, et cela est dû aux deux conférences d'Accra d'avril et de décembre 1958. Mais les choses ne se passent pas toujours dans la paix. Une telle révolution ne pouvait pas se faire uniquement par les voies de la négociation, des conférences d'artistes et d'intellectuels, des conférences pacifiques organisées ici et là entre des représentants d'États, des représentants de partis nationalistes, des intellectuels, des artistes, etc. Il y a eu, hélas, un tournant, et c'est inévitable dans tout mouvement de l'histoire, un déroulement violent de cette revendication de la révolution pour l'indépendance qui a suivi le modèle vietnamien et le modèle algérien.
Le modèle vietnamien, évidemment, vous le connaissez, nous sommes bien placés ici pour le savoir. 1954, avec la bataille de Dien Bien Phu, 1954 sonne réellement le véritable tournant de l'histoire. Avant la révolution algérienne, avant le travail du FLN algérien, il va y avoir le Vietnam qui va jouer. Et donc, les indépendances africaines antiracistes et anti-indépendantistes armées vont s'inspirer un petit peu du modèle vietnamien et du modèle algérien. Et c'est ici que nous avons l'African National Congress, l'ANC de Patrice Mandela, qui va passer à l'action violente. Elle a essayé l'action non violente, elle l'a essayé. Elle s'inspirait de Gandhi d'une manière très claire. Mais à partir de 1961 et de la répression qui a été menée par le gouvernement sud-africain, l'ANC va renoncer à son action non violente et va rentrer dans la violence et dans le sabotage. En Angola, c'est la même chose. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, et le Front national de libération de l'Angola, le FNLA, vont également passer dans la violence avec un troisième mouvement qui est le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert va également prendre les armes. En Mozambique, alors nous avons le Front de libération du Mozambique, le Frelimo, très connu. En Rhodésie du Sud, le Zimbabwe African People's Union, le ZAPU, et le Zimbabwe African National Union, le ZANU. Et de même en Namibie, en Somalie, etc. Partout, donc, les mouvements vont s'armer, et surtout dans les parties des colonisations portugaises, surtout dans les colonies portugaises. Le Portugal ne renoncera pas à ces conquêtes coloniales que très, très difficilement, en même temps d'ailleurs qu'une révolution au Portugal lui-même. C'est la révolution portugaise qui entraîne l'ouverture et qui entraîne la fin de la colonisation portugaise en Afrique. Bien entendu, à côté de ces révolutions violentes, il y a eu des révolutions négociées. La plupart ont été des révolutions négociées. Le cas de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire vont être des révolutions négociées, très, très accessoirement des révolutions armées. Mais comme nous l'avons précédemment indiqué, les révolutions indépendantistes ne règlent pas les problèmes sociaux ni les crises politiques. Au contraire, elles peuvent les engendrer ou même les aggraver. En Afrique, la rupture juridique avec l'Europe n'était pas suffisante pour garantir la dignité des peuples africains et la dignité de l'individu africain. Il fallait aller au-delà, c'est-à-dire tout d'abord affronter les grands périls de la décolonisation effective, ce qui coûtera par exemple la vie à Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo ex-belge. Ensuite, il fallait révolutionner des sociétés attardées sur le plan économique, inégalitaires sur le plan social, enchaînées dans leur émancipation sociale et culturelle et politique par des coutumes ancestrales, des divisions ethniques et des États naissants, instables et aliénés malgré les indépendances, aliénés à l'ancien colonisateur. Telle est la question clé de toute l'Afrique et de toutes les révolutions africaines par voie de conséquence. Et je crois que le défi le plus important des défis, il est d'une immense portée. Il était inévitable, mais c'est quand même un défi. Le plus important fut celui de la construction d'un État national. En partant cependant, construire un État national, en partant cependant d'un présupposé qui, à mon avis, est arbitraire et négatif, mais qui est incontournable. Il y a parfois des réalités qui s'imposent à vous. Vous savez qu'elles sont négatives, vous savez qu'elles sont préjudiciables, qu'elles sont dommageables, mais vous ne pouvez pas les contourner. J'entends par là, quand je dis le principe construction d'un État national en partant d'un présupposé arbitraire et négatif, j'entends le principe d'après lequel la pérennité des frontières
hérité de la colonisation ne pouvait pas être remis en cause. Or, il y a un instant, nous disions que ces frontières étaient artificielles, qu'elles coupaient des ethnies, des peuplades, des royaumes, d'une manière tout à fait artificielle. Et pourtant, pour éviter que l'indépendance ne touche la stabilité des nouveaux États et que ces nouveaux États naissant dans la difficulté et le danger ne soient pas soumis à des luttes fratricides, à des contestations de frontières infinies, il a fallu poser ce principe juridique que nous avons hérité, les juristes le connaissent bien, que nous avons hérité des traditions latino-américaines, parce que quand il a fallu tracer la carte de l'Amérique latine, après les indépendances de l'Amérique latine, il a fallu adopter les frontières que l'Espagne a imposées à son administration coloniale. Il a fallu les adopter. C'est ce principe que les juristes connaissent et que nous appelons dans notre jargon juridique le principe de l'uti possidetis juris. L'uti possidetis juris. C'est encore une fois un principe hérité de la colonisation sud-américaine, mais qui a été consacré par la Cour internationale de justice dans une affaire africaine qui opposait le Burkina Faso au Mali, dans une affaire de frontière, justement. Eh bien, ce principe, il est incontournable parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Vous imaginez un peu si on s'était mis à retracer les cartes de l'Afrique, les problèmes de toutes sortes que ça aurait posé, les problèmes politiques, sociaux, ethniques, les guerres, etc. Et ça aurait été interminable. Par conséquent, il a fallu adopter le principe, et le droit international reconnaît le principe, mais ce principe, tout en libérant les États africains en tant que tels, les maintenait prisonniers d'une structure sociale qui ne correspond nullement à celle d'un État national. Pourquoi ? Parce que pour cet État national, nous n'avions pas de société-nation. Nous avions des sociétés morcelées, des sociétés ethniques, nous n'avions pas de société-nation qui aurait correspondu à un État national. Et ce point de départ, ce mauvais point de départ, disons, explique un certain nombre de phénomènes politiques qui apparaîtront après la décolonisation très vite. D'abord, les guerres civiles. Il y en a qui ont été des guerres absolument... des guerres atroces, des guerres très, très violentes, comme au Soudan, au Biafra, au Rwanda plus tard. On a eu même des guerres linguistiques, comme au Cameroun, il n'y a pas très longtemps. Ça va expliquer également l'autoritarisme, le pouvoir personnel, le parti unique, la prise du pouvoir par l'armée, les coups d'État militaires, le clientélisme et la corruption, de telle sorte que l'Afrique a hérité d'une situation socio-politique et juridique qui était là comme un brasier ardent pour lequel il n'y avait pas de pompier, parce que l'État national ne pouvait pas être ce pompier. Voilà, je pense, le défi le plus important du monde africain et le défi qui explique tous les phénomènes qui vont suivre, notamment la faiblesse des États, le problème de la corruption, le problème des interférences de l'armée dans la vie politique, le problème de l'aliénation avec les anciens colonisateurs, etc. Et donc, à partir de là, nous allons voir que les révolutions africaines vont générer un certain nombre de phénomènes, notamment le phénomène dictatorial. Et les révolutions africaines, par conséquent, vont commencer par être des révolutions antidictatoriales. Antidictatoriales. Ça va se développer en Afrique tout de suite après l'indépendance, dès les années 1960. Dès les années 1960, l'Afrique connut une épidémie de révolution, notamment au Congo, au Dahomey, à Madagascar, avec des soulèvements populaires, surtout dans les grandes villes. Par exemple, au Dahomey, en 1963, Hubert Maga est renversé suite à la grève générale et aux émeutes urbaines spontanées. La même année, au Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou est également renversé par une émeute urbaine. On appelle cela les Trois Glorieuses, les 14, 15, 16 août 1963.
À Madagascar, en 1972, le président Tsiranana va être renversé par suite d'une grève d'étudiants soutenue par les syndicats de travailleurs. Et plus récemment, le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré va être renversé par un soulèvement populaire. Donc, le premier phénomène des révolutions africaines, plutôt la première manifestation des révolutions africaines, c'est l'existence de révolutions antidictatoriales. La deuxième manifestation de ces révolutions, c'est la conjonction du nationalisme et du socialisme, et notamment dans deux États qui sont le Ghana de Kwame Nkrumah et la Guinée de Ahmed Sékou Touré. Les élites africaines ont été directement ou indirectement influencées par le marxisme-léninisme qu'ils ont découvert sur les bancs des universités européennes. Et pourquoi ? Parce que tout simplement le marxisme, en effet, répondait à une exigence fondamentale des pays africains, résoudre les grands problèmes économiques et sociaux dans une perspective autre que capitaliste, pour la bonne raison que les États africains n'ont pas connu la révolution industrielle de laquelle a émergé le capitalisme. Donc il fallait une autre solution. On a cru à la solution marxiste. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de partis, beaucoup d'hommes politiques se sont engagés dans cette voie, notamment Sékou Touré, qui a, dans un même mouvement, allié le nationalisme qu'il a opposé au président Charles de Gaulle au socialisme. Je vous rappelle que Sékou Touré a beaucoup utilisé le nationalisme. Chez Sékou Touré avait vraiment la primeur. Je vous rappelle qu'en 1958, de Gaulle avait proposé la création d'une communauté franco-africaine. La plupart des États sous la colonisation française ont accepté l'idée et ont voté pour le référendum, ont voté oui pour le référendum. Donc ils ont rallié Charles de Gaulle dans son idée, mais pas la Guinée. La Guinée, dirigée par Sékou Touré, qui est l'ancien maire de la capitale guinéenne, disait « Nous avons besoin de dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, il n'y a pas de dignité sans autonomie. » Et lors du voyage du président de Gaulle à Conakry, le 28 août 1958, Sékou Touré avait dit ceci. Il avait dit, et c'était une annonce du résultat du référendum qui aura lieu par la suite, il a dit ceci, je cite, « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Et au moment où il a prononcé ces paroles, il a eu une ovation massive et c'est comme ça que le référendum a remporté 95% des voix en Guinée et que le 2 octobre 1958, la Guinée a proclamé son indépendance. Et donc, rupture des relations avec la France, rupture de l'aide, etc. Ce fut une crise assez grave dans les relations entre la France et la Guinée, mais en tout cas c'est comme ça que la Guinée a eu son indépendance et s'est détachée complètement de la communauté franco-africaine. Mais Sékou Touré n'avait pas que ces ambitions-là, n'avait pas que ces ambitions indépendantistes. Il était animé également par une philosophie sociale, une philosophie politique qui tournait autour du socialisme. Et c'est ainsi qu'il va nationaliser les entreprises étrangères, il va établir une économie planifiée, il va se rapprocher des États socialistes et son expérience va être suivie au Ghana indépendant, présidé par Kwame Nkrumah à partir de 1960. Kwame Nkrumah va également entraîner le parti, la convention, le Convention People's Party, va l'entraîner dans une idéologie à la fois nationaliste et socialiste, exactement comme Sékou Touré. Et donc, il estime que l'histoire africaine
révèle la conjonction des intérêts de l'impérialisme, du néocolonialisme et de la bourgeoisie africaine, actrice de la lutte des classes en Afrique, et il va donc inscrire sa révolution dans la perspective des révolutions socialistes mondiales. Et pour cela, il avait écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir, mais doit s'unir dans le nationalisme, ou plutôt à travers le nationalisme et à travers le socialisme, pour barrer la route à l'impérialisme. Hélas, hélas, aussi bien l'expérience de Sékou Touré que celle de Nkrumah vont déboucher sur des dictatures personnelles, une dictature sans faille, n'est-ce pas, sans nuance, allant jusqu'au culte de la personnalité. Vous savez que Nkrumah s'était fait appeler l'Ozagiefo, le rédempteur au Ghana, le rédempteur. Nous avons beaucoup en Afrique cette tendance des chefs à se doter de titres comme ça, comme le Moujahid al-Akbar chez les Arabes, le grand Moujahid, le grand combattant, n'est-ce pas, le combattant suprême. En Tunisie, on disait de Bourguiba le combattant suprême. Au Ghana, on a appelé le Nkrumah, on l'a appelé l'Ozagiefo, le rédempteur. Donc nous avons malheureusement versé dans le culte de la personnalité, et ça a été extrêmement préjudiciable pour les États africains et surtout pour la légitimité du socialisme. Ça a discrédité le socialisme, ces deux expériences de la Guinée et du Ghana. D'autres États ont carrément adopté le socialisme scientifique. Le socialisme scientifique. Des États d'Afrique comme le Mozambique, l'Angola, le Bénin, l'Éthiopie, la Somalie ont adopté à un certain moment de leur histoire l'idéologie du marxisme scientifique. Parfois, hélas, ça s'est terminé en dictature, parfois génocidaire. Je vous rappelle le massacre des Issacs en Somalie, par exemple. En tout cas, dans un climat de crise, dans un climat d'animation révolutionnaire, j'allais dire révolutionnariste, mais le mot n'existe pas, mais il est significatif. Nous allons avoir en Angola, en Éthiopie, en Somalie, des expériences d'État démocratique et social à la mode communiste. Je vous passe les détails parce que si je donne les détails, je vais être obligé de massacrer le reste des développements. Je voudrais simplement donner un seul exemple, celui de la révolution burkinabé, qui a été dirigée par Thomas Sankara suite à un coup d'État, la révolution démocratique et populaire du Burkinabé, qui procède d'un renversement militaire contre un autre militaire, issu lui-même d'un coup d'État militaire, le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 4 août 1983, un coup d'État mené par Thomas Sankara, mais soutenu par la rue, a lieu à Ouagadougou, et il consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée. Sankara va pratiquer une politique extérieure anti-impérialiste, une politique intérieure de développement et d'émancipation des travailleurs, des paysans et des femmes. Et donc, le sankarisme va se présenter comme un mouvement de pensée marxiste-léniniste, prônant une révolution prolétaire, paysanne, jeune et féministe. Et pour atteindre ce but, la révolution démocratique et populaire va être instaurée par l'intermédiaire d'un Conseil national de la Révolution sous la direction de Thomas Sankara du 4 août 1983 au 15 octobre 1987. Donc Thomas Sankara va s'attaquer d'abord à la tradition coutumière, il va changer le nom du pays qui s'appelait Haute-Volta et qui va être remplacé par celui de Burkina Faso, par référence aux racines historiques, linguistiques et ethniques du territoire, qui comprenaient les Morés, les Diola, les Peuls.
Sankara et le Conseil national de la Révolution vont s'attaquer aux coutumes préjudiciables comme l'excision des femmes, la polygamie, les mariages forcés, la dot, le livira. Ils implantèrent des comités de défense de la Révolution, les CDR, partout sur le territoire, sur le modèle cubain, pour supplanter l'autorité des chefs traditionnels. Là, il y a eu également quelques excès. Et en juillet 1987, 3 mois avant son assassinat, Sankara prononça un discours devant le 25e congrès des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine, dans lequel il remettait en question le remboursement des dettes dues aux bailleurs de fonds internationaux qui plombaient les finances des États africains et les plans de rigueur imposés par le FMI et la Banque mondiale. Il faudrait que vous réécoutiez ce discours. On peut l'écouter, vous le trouverez. Oui, on peut l'écouter. Voilà la vidéo, quand Sankara contestait avec humour la dette du Burkina Faso. Oui, on peut l'écouter, il existe sur YouTube. Vous pouvez l'écouter et vous verrez que c'est le premier à avoir remis en cause le remboursement des dettes dues aux bailleurs de fonds, notamment au FMI. Parce que, dit-il, l'Afrique a été trop exploitée et on ne peut pas venir demander à un territoire et à un État qui a été surexploité, c'est les responsables qui sont derrière le FMI pour lui, les responsables, que ce soit les Américains, les Anglais, les puissances riches, ils ne peuvent pas demander parce que, dit-il, notre dette, nous l'avons payée par notre sang. C'est le mot qu'il a prononcé. Je lis, la dette ne peut pas être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Bon, bien entendu, un tel discours, une telle pratique, une telle politique ne peut pas laisser indifférents ni les puissances occidentales, et en particulier les Américains, ni les chefs traditionnels, ni les élites bourgeoises. Et donc tout cela va remuer beaucoup trop de monde. Et il est arrivé à Thomas Sankara ce qui est arrivé quand on remue et quand on brasse la société et ce qui l'entoure, on finit toujours par créer parfois des vagues imprévisibles qui sont très fortes et qui emportent l'auteur de cette initiative. Et c'est comme ça qu'il a terminé, puisqu'il a été assassiné le 15 octobre 1987. Et vous savez qu'aujourd'hui a lieu le procès, justement, de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais pour moi, la grande révolution africaine, vraiment la grande révolution africaine et la véritable, c'est la révolution de l'ANC et de Nelson Mandela. Si une révolution est un soulèvement populaire qui est destiné à réaliser un changement de régime, sans hésitation, je pense que la plus grande révolution africaine fut celle qui mit fin à l'apartheid et qui fit de Nelson Mandela, grâce à son inlassable combat et ses 27 années de réclusion, l'icône de tous les mouvements anti-ségrégationnistes à travers le monde et le révolutionnaire de la liberté. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai très peu trouvé l'action de l'ANC et de Nelson Mandela dans le répertoire des révolutions dans le monde. Toutes les révolutions dont j'ai parlé jusqu'ici ont été cataloguées comme des révolutions, mais pas celle de Nelson Mandela. Or, à mon avis, ce fut la plus grande, ce fut la plus importante, ce fut la plus décisive, ce fut la plus grande révolution du XXe siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce qui suit. Par conséquent, il faut l'inscrire dans le répertoire des révolutions parce qu'elle a complètement bouleversé l'ordre du monde. Nelson Mandela a commencé, l'ANC, donc l'African National Congress, a commencé son action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des pratiques non violentes, par la non-violence, à la méthode de Gandhi. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que les lois ségrégationnistes, les terribles lois ségrégationnistes de 1948, vraiment, peut-être que maintenant on ne les imagine plus.
Peut-être que maintenant, si nous voyons ces lois, nous allons dire, mais enfin, ils étaient fous, ces gens, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien non, ça correspondait exactement à un état de l'opinion, non seulement dans le monde, mais en Afrique du Sud surtout. L'absence de mixité, la ségrégation dans les restaurants, dans les bus, dans les villes, etc., etc. Les interdictions de mariage mixte, les interdictions de collaborer, n'est-ce pas, entre ethnies, surtout entre blancs métis, parce que ça ne visait pas que les Noirs, hein, ça visait également les métis. Bref, l'ANC, après avoir essayé son action non violente contre les lois de l'apartheid qui ont été adoptées en 1948, va se voir interdite. Et à ce moment-là, Nelson Mandela va passer dans l'action armée avec l'appui du Parti communiste. Et il fonde la branche armée de l'ANC, la branche armée de l'African National Congress en 1961. Et donc, il va y avoir quelques actions de sabotage. Rien de très, très grave, mais des actions de sabotage. Suite à ces actions de sabotage, il va être arrêté et avec un certain nombre de ses compagnons de lutte, le 5 août 1962 et le 12 juin 1964, en même temps que Sisulu, Mbeki, Motsaeladi, Langeni et Goldberg, ils vont être condamnés tous. Pas de la même manière, puisque Nelson Mandela va être condamné il a échappé à la mort de justesse, mais il va être condamné à la perpétuité. Et dans une de ses déclarations, dans son procès, il dira « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain, j'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. » Et vous allez voir cette idée très intéressante qui va être reprise après la fin de l'apartheid. Car Nelson Mandela, moi je vous avoue vraiment que je l'admire. Pourquoi? Parce qu'il a su respecter ses promesses, et notamment celle-là. C'est de même qu'il a dénoncé la primauté des Blancs, il sera contre la primauté des Noirs en Afrique du Sud. Et il le défendra. Et il risquera sa vie pour cela également. Donc, dans son procès, il disait « J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir, mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Fin de la citation. La grandeur de cette déclaration, me semble-t-il, c'est qu'elle ne fut pas un simple argumentaire de défense destiné à éviter la peine de mort. Ce n'était pas que cela. C'était une véritable profession de foi qui sera mise en application 27 ans après la détention de Mandela et sa sortie de prison par l'effet de la pression internationale qui s'exerçait sur l'Afrique du Sud et qui était terrible, n'est-ce pas? L'affaire est allée jusqu'au Conseil de sécurité à l'ONU. Donc, Nelson Mandela a été aidé par des forces internes, par des partis internes, n'est-ce pas? Par son propre parti, mais également par la conjonction internationale de la communauté internationale. Et son message était clair, la citoyenneté universelle et égale pour tous. Le problème de Nelson Mandela, c'est lorsqu'il sortira de prison et qu'il voudra mettre en application ses idées, il va être contesté à l'intérieur de la communauté noire elle-même et notamment d'abord par le Parti des Blancs, c'est normal. Le National Party va, bien entendu, celui qui a triomphé aux élections de 1948 et qui a adopté les lois ségrégationnistes en Afrique du Sud. Il va, bien entendu, l'avoir comme ennemi. Mais il va avoir comme ennemi également le parti des Zoulous, qui n'était pas pour la cohabitation en Afrique du Sud des Blancs et des Noirs. Il voulait faire du rationalisme séparatiste. Il voulait que les Zoulous se séparent, et c'est le parti de l'Inkatha qui a menacé Nelson Mandela. Et donc Nelson Mandela a été obligé
de faire une très grande propagande, une très grande propagande pour les amener à pratiquer sa philosophie, la philosophie de l'Ubuntu, qui est une philosophie humaniste, de reconnaissance de l'autre et de reconnaissance de son propre ennemi. Et alors il leur disait à ces Inkatha et à ces partis, ce n'étaient pas les seuls, à ces partis blancs conservateurs, à ces partis noirs extrémistes, il leur disait après 27 ans de prison, je suis toujours là, je suis toujours debout, mais je suis prêt à pardonner. Pourquoi je pardonnerai, moi et pas vous? Et c'est ainsi, à force, aidé par l'abbé Desmond Tutu qui vient de mourir, c'est ainsi que, aidé par des forces spirituelles, des forces morales en Afrique du Sud, il a pu venir à bout de toutes les oppositions, aussi bien celles des Blancs que celles des Noirs, pour respecter le présupposé de son idéologie d'origine qu'il a défendue avant de rentrer en prison 27 ans auparavant et qu'il a voulu mettre en application grâce à un mécanisme qu'ils ont inventé en Afrique du Sud et qui est devenu banal dans le monde, c'est le mécanisme de la commission Vérité et Réconciliation qui a été présidée par son ami l'abbé Desmond Tutu. Enfin, Nelson Mandela est grand, à mon avis, pour, lorsque l'âge a avancé, lorsqu'il s'est trouvé vieilli, diminué physiquement, il n'a pas fait comme plusieurs chefs d'État, mourir dans le pouvoir plutôt que se retirer pour laisser la succession. Il s'est retiré volontairement et il est devenu, pour l'humanité tout entière, un modèle, ne serait-ce qu'à cause de cela, ne serait-ce qu'à cause de, lorsqu'il s'est senti diminué, il s'est retiré du pouvoir et nous a laissé cette très belle photo où il est derrière les barreaux. Donc, à mon avis, pour clore sur les révolutions africaines, je crois qu'en définitive, le résultat est très mitigé. Les révolutions indépendantistes africaines, d'une manière générale, n'ont pas réussi à réaliser leurs vœux. Ils ont été corrompus. Je veux dire corrompus de l'intérieur. Ils ont été corrompus par leur propre vermine, de l'intérieur. Ils n'ont pas pu réaliser les ambitions du panafricanisme, les ambitions des révolutions indépendantistes africaines. Et il me semble que vraiment la seule révolution qui nous a réellement ouvert d'infinis horizons pour une société fraternelle, pas du point de vue idéaliste, mais du point de vue pratique, parce que c'était quand même un défi pour Nelson Mandela de limiter ses ambitions et de plaider pour la cohabitation des Blancs et des Noirs et des Métis en Afrique du Sud. Ce n'était pas facile, je vous l'ai dit, il était contesté de toutes parts, y compris dans son propre parti, par certains membres de l'ANC. Et c'est pour ça que l'homme, à mon avis, est grand et que sa révolution également fut grande et réussie. Le monde musulman. Le monde musulman, entre ses extrêmes... Oui, les extrêmes du monde musulman, je vais terminer par là. Elles sont fort connues. Le monde musulman, d'abord sur le plan de la pensée, a été traversé par tous les courants possibles et imaginables que vous pouvez imaginer. Les communistes musulmans sont légion, les libéraux musulmans sont légion, les démocrates musulmans sont légion, les marxistes musulmans sont légion. L'essentiel, c'est pour ça que j'ai appelé cette partie le monde musulman entre ses extrêmes. Les extrêmes, justement, nous les voyons aussi bien sur le plan de la pensée que sur le plan de l'expérience historique. Sur le plan de la pensée. Mais c'est extraordinaire, si vous lisez la production du monde musulman, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afrique du Nord, en Afrique, au Moyen-Orient, en Iran, vous verrez qu'elle est vraiment traversée par des contraires absolus. D'un côté, nous avons les défenseurs d'une pensée révolutionnaire aux confins de la pensée laïque, comme Ali Abdelrazak, par exemple, qui en 1925, juste après l'abolition du califat par Atatürk,
a écrit un livre qui s'appelle « L'islam et les fondements du pouvoir », dans lequel il démontre que le gouvernement islamique n'a rien à voir avec la religion, que c'est un gouvernement séculier. Tahar Haddad, le Tunisien, qui en 1930 écrit un livre qui s'appelle « La femme musulmane dans la charia et la société », dans lequel il montre que l'égalité homme-femme est inscrite dans la charia bien interprétée. Il a plaidé pour l'égalité successorale homme-femme. Cette égalité successorale n'est nulle part admise dans le monde musulman aujourd'hui, sauf en Turquie, et ce n'est pas par les vertus de M. Erdogan, mais c'est par les vertus de Kemal Atatürk. Mahmoud Mohammed Taher, le Soudanais, qui en 1967 écrit le deuxième message de l'islam, Ar-Risalat al-Thaniya min al-Islam, dans lequel il dit que l'islam, c'est deux blocs, le bloc mécois et le bloc médinois, et que les musulmans se sont tout le temps attachés au bloc médinois pour tirer des lois divines, soi-disant divines, et pour les appliquer au monde terrestre. L'inégalité homme-femme, la puissance paternelle, le statut des non-musulmans en terre d'islam, etc., etc. Et donc il a dit, nous allons prendre le deuxième message de l'islam, celui de la Mecque, et nous allons travailler avec. Nous allons oublier le message médinois, le message positif, le message des lois, le message de la violence, le message de l'inégalité, le message de la vimitude, le message du statut inférieur du non-musulman en terre d'islam. Oublions tout ça, nous allons interpréter et travailler sur le corpus mécois, qui est un corpus un peu le sermon de la montagne des musulmans, c'est-à-dire un corpus uniquement spirituel. Et en face de cela, et j'en passe, n'est-ce pas, je suis obligé de terminer dans 10 minutes pratiquement, en face de cela, nous avons une pensée totalement attachée à la lettre de la loi, disant que si on abandonnait la lettre de la loi, on va perdre l'identité islamique, nous allons perdre le patrimoine. Des gens comme Sayyid Qutb, par exemple, n'est-ce pas, l'un des frères musulmans qui a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine-là, va plaider pour cette manière de voir. Le droit pénal, l'amputation des membres du voleur, l'amputation du membre du rebelle, du terroriste. Tout cela a été dit dans le Coran, nous n'avons pas à l'interpréter. Dieu est meilleur interprète de notre bien que nous-mêmes. Par conséquent, il faut mettre en application la loi de Dieu d'une manière stricte. Il a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine-là. Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Par conséquent, vous voyez que le monde musulman est travaillé par des contraires. Et j'ai oublié de vous citer la pensée marxiste-léniniste. N'oublions pas quand même qu'il y a eu deux expériences communistes dans le monde musulman, celle de l'Afghanistan et celle du Yémen, la République démocratique du Yémen. Elles ont échoué, mais ce sont des expériences réelles. C'est vrai qu'en Afghanistan, la révolution communiste a été soutenue par l'URSS, puis quand l'URSS est partie, ça a été la débandade, et puis l'Afghanistan est allé vers une autre voie totalement, vers la voie justement du radicalisme religieux. Entre la pensée séculariste et surtout marxiste et la pensée intégriste, il a choisi la voie intégriste. Ce n'est pas tellement vrai pour le Yémen, mais la révolution communiste au Yémen a été également un échec. Ce qui nous montre, n'est-ce pas, les extrêmes du monde musulman, c'est justement qu'en 1923, il connaît une révolution fondamentalement séculariste et qu'en 1979, retour de manivelle, il connaît une révolution théocratique. Je termine par là. La révolution kémaliste. Kemal Atatürk, vous le connaissez tous, nous le connaissons tous. Fort de ses victoires militaires aux Dardanelles contre les armées franco-britanniques,
Fort de ses victoires sur les guerres d'indépendance en 1922 contre l'armée ottomane qui a été vaincue par les Alliés, contre les Français à la campagne de Cilicie, contre les Grecs, les Arméniens, etc., il fut en mesure d'abolir le sultanat ottoman. D'abord, le sultanat a été d'abord aboli, donc proclamation de la République, une idée moderne, en 1923, puis en 1924, il est allé encore beaucoup plus loin, et ça a une valeur symbolique immense, pas seulement pour la Turquie, mais pour l'ensemble du monde musulman, parce que le calife ottoman était censé représenter le califat musulman en succession du califat abbasside. Autrement dit, depuis le prophète jusqu'à l'empereur ottoman, il n'y a pas eu théoriquement, pour cette pensée-là, il n'y a pas eu de rupture. L'empereur, le sultan ottoman représentait le califat islamique. Par conséquent, l'abolition du califat ne fut pas une chose facile. C'est pour ça qu'il a été difficile dans les premiers temps pour Kemal Atatürk d'abolir le califat. Il l'a fait dans un deuxième temps. Il a d'abord aboli le sultanat et ensuite il a aboli le califat. Et puis alors, une fois qu'il a pris le pouvoir, le système religieux, charaïque, juridique, juridictionnel supprimé, supprimer les interdits alimentaires, supprimer le port du voile, adopter le code civil en 1926, inspiré du code civil suisse, le code pénal d'inspiration française et italienne, le mariage civil obligatoire, suppression de la polygamie, droit de vote pour les femmes en 1930, pour les élections municipales en 1934, pour les élections générales, etc. etc. Il interdit l'habit religieux sur l'espace public. Il adopte le dimanche comme fête, comme congé hebdomadaire et non pas le vendredi. La Constitution de 1924 est révisée et on y introduit en 1937, là aussi il y va crescendo petit à petit, on y introduit la laïcité dans l'article 2, il désislamise l'État, il désislamise la société, etc., etc. Nous connaissons tous l'action de Kemal Atatürk, mais nous allons réfléchir ensemble comment se fait-il qu'une révolution aussi profonde des mœurs, du droit, de la politique, du système juridictionnel, etc., comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle laisse place à un gouvernement qui n'a rien de laïque, qui est le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, qui n'a rien de laïque et qui, au contraire, est en train de réislamiser aussi bien la société que l'État. Là aussi, il y va à petits pas, mais il y va quand même, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais c'est une question d'ensemble, une question de philosophie de l'histoire que nous pouvons tous poser. À l'encontre de cette révolution laïque, nous avons bien sûr la révolution islamique sur laquelle je voudrais présenter très rapidement 5 observations. Là, je vais très vite parce qu'il me reste quelques minutes. Premièrement, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Iran était quasiment un État colonisé. Ce n'était pas un État colonisé juridiquement, mais quasiment colonisé. Colonisé par la Russie, l'Empire ottoman et les forces anglaises et, oui, les Russes, je l'ai dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la dynastie des Pahlavis, qui est issue d'un coup d'État, avait adopté une politique culturelle attachée à la civilisation perse antique anté-islamique, la civilisation des Pahlavis, avant l'islam. Et ça, cette politique du Shah qui s'est manifestée, bien entendu, dans le fameux spectacle de Persépolis, la cérémonie du 2500e anniversaire que le Shah d'Iran a organisé avec tous les chefs d'État du monde, tous représentés à Persépolis, à Shiraz, à Pasargad, etc., pour fêter le 2500e anniversaire de l'Empire perse de Cyrus. Troisième idée, que Mohammad Reza Pahlavi est responsable et bénéficiaire du coup d'État fomenté le 19 août 1953 contre Mossadegh, le Premier ministre. Le Premier ministre Mossadegh qui a mené
une politique anti-colonialiste contre les intérêts anglais et contre les intérêts américains également, et c'est grâce à l'opération Ajax montée par les Américains en collaboration avec les Anglais que Mossadegh a été renvoyé du pouvoir, qu'il a été condamné et le Shah d'Iran réinstallé. Autrement dit, le Shah d'Iran est parti à partir de 1953, crise du pétrole avec Mossadegh. Il est très mal parti parce qu'il a donné l'impression d'être le suppôt de l'impérialisme occidental et surtout des Anglais et des Américains. Quatrième idée, c'est que le Shah d'Iran, qui était un homme qui ne manquait pas d'intelligence, a compris qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'action sociale, a entamé ce qu'on appelle la révolution blanche pour distribuer les terres, c'est-à-dire exproprier un peu les grands propriétaires terriens, exproprier les religieux au profit des paysans. Et c'est là qu'il s'est opposé. Et c'est là qu'il a eu l'opposition des religieux et des grands propriétaires également. Et que Khomeini en a profité en 1964. Il a organisé des manifestations, etc. Il a été arrêté en 1964. Et puis il a été exilé, d'abord en Turquie, puis en Irak, et après une longue période d'exil de 14 ans, il se retrouvait en France, ici à Nofles-le-Château. Vous vous souvenez tous de cette épopée. Il est rentré en Iran justement à partir de Nofles-le-Château. Cinquième observation, c'est que la cause la plus immédiate de la révolution iranienne se trouve dans la nature même du régime politique instauré par le Shah d'Iran, qui est devenu, avec l'extension de la corruption et du caractère policier et quasiment tortionnaire du régime, un régime honni par toute la société. Cela a permis à Khomeini, attention, aidé par les partis de gauche, le Parti communiste, le Toudé, et les partis islamistes communistes, les partis islamistes de gauche, c'est-à-dire les moudjahidines du peuple, de prendre le pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, après son retour de Nofles-le-Château, il a exécuté carrément, il a pratiqué une politique sans nuance, absolument sans nuance, de répression systématique et même d'extermination. Parce que les gens du Toudé et du Moudjahidine du peuple ont été exterminés dans leur prison. Ils étaient emprisonnés, ils ont été exterminés dans leur prison. Donc une politique répressive sans aucune nuance pour pouvoir avoir raison de ses opposants, qu'il a quasiment éliminés du jeu politique. C'est ainsi qu'il s'est installé au pouvoir, qu'il a adopté une constitution théocratique. J'avais des choses à dire sur la constitution, mais le temps est terminé et je dois également terminer. Constitution qui installe une théocratie en bonne et due forme, dans laquelle la loi des hommes est censurée par la loi de Dieu, avec l'inscription de tout cela dans la Constitution, avec ce paradoxe que la Constitution de cet État islamique s'inspire malgré tout de la Constitution issue de la révolution constitutionnelle de 1906 en Iran. Mais comme rien n'est éternel dans ce monde, certains penseurs iraniens disent et affirment que le régime est en train d'être dépassé par ses propres intellectuels, par des revendications internes. Il reste fort à cause de sa politique anti-impérialiste et de la crise du nucléaire iranien. La crise du nucléaire iranien a ouvert des interventions directes des puissances, et notamment des États-Unis, pour contrôler l'Iran, pour protéger Israël, mais, et ce n'est pas paradoxal du tout, ça a beaucoup consolidé le régime des ayatollahs, qui a, je pense, de beaux jours encore devant lui. Je vous remercie de votre attention, et la prochaine fois, nous passerons aux révolutions arabes. Merci.